aujourd'hui, je vous amène à Florence. À Florence, le musée principal s'appelle la Galerie des Offices. Je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi ça porte ce nom-là. Alors, la construction de la Galerie des Offices a été commandée en 1560 par le grand-duc de Toscane qui s'appelait Cosimo Ier de Médicis pour accueillir les bureaux administratifs et législatifs de Florence, capitale de la Toscane. La direction des Médicis, la famille des Médicis, leur bureau était dans le Palazzo Vecchio, le vieux palais. Et vu 21 ans où ils avaient beaucoup de fonctionnaires qui travaillaient pour eux, alors il n'y avait plus de place pour les loger dans le vieux palais. Alors, comme j'ai dit, ils ont demandé en 1560 de construire une espèce de grande rallonge qu'on voit ici. C'est un édifice en forme de U. Et c'est là-dedans qu'effectivement, éventuellement, après avoir servi de bureau pour les fonctionnaires de la principauté, ils ont été transformés en musée. Alors, en italien, le mot uffizi, ça veut dire office, ça veut dire des bureaux, tout comme en anglais. Le bâtiment en forme de U se trouve à être le prolongement du Palazzo Vecchio, qui était le siège du gouvernement de la Toscane et qui est présentement la mairie de Florence qui est installée dans le Palazzo Vecchio. Il est impossible de parler de Florence sans faire allusion à la famille des Médicis. Celle qui a régné pendant pas moins de 3 siècles, c'est 300 ans sur la Toscane et donné 3 papes à l'Église catholique et 2 reines à la France. Marie et Catherine, qui ont marié Henri IV et Henri II respectivement. Les Médicis étaient des banquiers tellement riches et puissants qu'on les surnommait les banquiers des rois et des papes. Leur banque disposait de 10 succursales à travers l'Europe. Les 2 membres les plus marquants de cette illustre famille furent Cosimo l'Ancien, qu'on voit ici, qui a été le fondateur de la dynastie, et Laurent dit le Magnifique. Tous deux étaient des amis des supporters du savoir et des arts. Ils ont été les mécènes et grands artistes florentins, des grands artistes florentins tels que Botticelli, Raphaël, Michel-Ange, Leonardo da Vinci, Lippi et plusieurs autres. On dit que ce sont les Médicis qui ont amorcé la Renaissance italienne. Rien de moins. Leur fortune leur a permis d'accumuler une collection d'œuvres d'art extraordinaire. Ce goût de collectionner des œuvres, ils l'ont heureusement transmis à leurs successeurs, de sorte que la collection familiale est devenue considérable. Ouvert au public depuis 1765, le musée Uffizi, de 125 000 pieds carrés, présente de grands maîtres italiens, bien sûr, mais aussi des Européens comme Rembrandt et El Greco. On y trouve aussi bon nombre de sculptures de l'Antiquité grecque et romaine. Les œuvres du 19e et 20e siècle sont concentrées au Palazzo Pitti, qui fait partie de ce musée. Les visiteurs annuels des Uffizi excèdent les 2 millions de personnes, alors tout comme eux. Commençons la visite de ce musée unique, illico, comme on dit en Italie. Je vais vous dire, contrairement à l'habitude où je fais, je passe les peintres ou les artistes selon leur pays d'origine, aujourd'hui, comme c'est une très grande majorité de peintres italiens, on va y aller un peu de façon aléatoire, comme si on visitait le musée sur place. Alors, le premier tableau, c'est un tableau de Botticelli, le chef-d'œuvre, la naissance de Vénus. Cette toile nous montre la déesse, c'est une portion du grand tableau, nous montre la déesse de l'amour et de la beauté arrivant sur terre à Chypre. Elle est amie de l'écume de mer et soufflée par les vents. Cette œuvre a fort probablement été commandée par un membre de la famille des Médicis. Contrairement à l'allégorie du printemps qu'on verra un peu plus tard, qui a été peinte sur un panneau de bois, la Vénus a été peinte sur une toile, ce qui à l'époque la destinait à la résidence d'un noble. Botticelli s'est inspiré des poses qu'on retrouve chez les statues de l'Antiquité. C'est un des chefs-d'œuvre de Botticelli. Femme voilée de Raphaël. Le voile sur la tête de cette femme dont on ignore l'identité indique qu'il s'agit d'une femme mariée.
Dans ce portrait, dans cette pose aux trois quarts, une épaule est montée derrière l'autre. C'est un truc qui a été utilisé par Da Vinci pour accentuer les profondeurs dans un tableau. La robe est le point de mire de l'œuvre qui nous montre un somptueux matériel. Les yeux pénétrants du sujet, combinés au rendu des vêtements, en font une œuvre complexe et hors de l'ordinaire, une des plus belles de Raphaël. Avec la soupe. Celui-là. Excusez-moi. Ok, garde. La Sainte Famille, familièrement appelée Tondoni de Michel-Ange. Ce dernier a produit cette œuvre pour un marchand florentin, Agnolo Doni. À cette époque, la scène artistique de Florence pouvait s'enorgueillir de la présence en même temps, dans ses murs, de Raphaël, de Leonardo da Vinci et de Michel-Ange. Ce tondo a été conçu comme une sculpture dans laquelle la composition pyramidale remplit tout le panneau. On y reconnaît les talents de sculpteur de Michel-Ange. Le cadre autour de l'œuvre probablement a été conçu et réalisé par Francesco del Tasso, un des meilleurs sculpteurs de Florence. Le souper à Emmaüs, de Carucci. Ce tableau s'est inspiré d'une gravure sur le même sujet par Dürer. La composition est centrée sur le Christ alors qu'il brise le pain pour le distribuer à ses hôtes. Un rayon lumineux éclaire son visage au moment où son identité est révélée. Sur la table, on voit de simples éléments montés avec beaucoup de naturel. L'œil divin que l'on voit au sommet est un symbole de Dieu, le Père, à l'intérieur du triangle de la Trinité. Judith avec la tête d'Holoferne. Ce tableau d'Allori a été un succès instantané et a été largement copié à cause de la popularité de cette héroïne biblique qui s'était débarrassée de son oppresseur Holoferne. Allori met l'emphase sur la beauté de l'héroïne et la qualité exquise de ses vêtements qui contrastent avec l'horreur de cette tête décapitée qu'elle tient entre ses mains. La Madone allaitant. Cette toile de Ferrari se distingue par l'attitude de l'enfant Jésus qui, plutôt que de regarder le spectateur, se tourne vers sa mère. Ce détail accentue le niveau d'intimité de cette image simple, les plis géométriques du vêtement et l'attention minutieuse portée à représenter le liséré doré et les perles sur le vêtement de la Vierge montrent l'influence flamande. Le duc et la duchesse d'Urbino. Ce tableau de Della Francesca est un des portraits les plus célèbres de la Renaissance italienne. Ils sont montrés de profil, comme c'était la mode à l'époque. Le paysage se poursuit d'un portrait à l'autre, l'espoir que les personnages se font face. Le peintre était un habitué de la cour du duc et de la duchesse où régnait une atmosphère de grande culture et de raffinement. L'adoration des mages de Leonardo da Vinci. Celui-ci avait reçu une commande des moines augustiniens pour leur église en banlieue de Florence. Le peintre a choisi une composition complexe avec les personnages en demi-cercle autour de la Vierge et de l'Enfant. En 1481, alors que la toile était inachevée, Leonardo quitte Florence pour aller travailler à Milan. Les moines, impatients de recevoir leur tableau, passeront finalement une commande à Filippino Lippi. L'œuvre de Leonardo restera donc inachevée, certaines parties étant à peine ébauchées. Bacchus. Ce portrait fait par le Caravage est une partie de la série montrant le garçon mordu par le lézard, où on ne voit que la partie supérieure du personnage. Sa représentation de panier de fruits et de la coupe de vin est surprenante de réalisme. Ce tableau qui avait été offert par le cardinal Del Monte, qui était le protecteur du Caravage, à Cosimo II de Médicis à l'occasion de son mariage en 1608. Le viol des Sabines. Cette sculpture se trouve à l'extérieur sur la Piazza della Signoria devant le Palazzo Vecchio. Elle illustre l'enlèvement des Sabines par les hommes de Rome qui cherchaient des femmes pour fonder des familles. Cette statue de plus de 4 mètres de hauteur est l'œuvre de Jean de Bologne, un flamand qui était le sculpteur officiel de la famille des Médicis. La Vierge et l'Enfant.
Les deux personnages regardent le spectateur droit dans les yeux. Le peintre Benaccorsi a démontré beaucoup de minutie dans la représentation des vêtements et de la broche sur la tête de la mère. Remarquez le déhanchement de l'enfant Jésus, un vrai contraposte. La bataille de San Romano. Ce panneau fait partie d'une série de 3 tableaux qui célèbrent la victoire des troupes de Florence sur celle de Sienne en 1432. On y voit le chef des troupes florentines qui désarçonne le leader des troupes ennemies. L'auteur de cette œuvre est Paolo Uccello et elle avait été acquise par Laurent le Magnifique, grand-duc de Toscane. Sainte Marie-Madeleine. Marie-Madeleine était un sujet bien aimé des peintres et du public car elle représente le modèle idéal à la recherche de la vertu et de la renonciation au désir charnel. Un rayon de lumière intense éclaire le sujet de la droite, une preuve que son auteur Artemisia Gentileschi avait étudié les tableaux du Caravage à Rome. Jeune, elle était venue s'installer à Florence. Artemisia a été la première femme à percer le monde de la peinture, jusque-là exclusivement masculin. Un ange jouant de la lutte. Ce tableau a bien connu, montrant un angelot essayant de jouer du luth. C'est un fragment d'une décoration d'hôtel. Son auteur est Giovanni Di Jacopo, qu'on surnommait Rosso Florentino, ou le Florentin rouge, à cause de la couleur de ses cheveux, qui, au hasard, sont de la même teinte que ceux de l'angelot. La cousine Argia. Cette œuvre de 1861 est beaucoup plus récente que tout ce qu'on a vu à date. Son auteur, Gio Fattori, nous invite à explorer les détails bien exécutés du tableau, tels la robe grise, la blouse blanche, aux manches larges et les couteaux exquis sur le collet et les poignets. La palette de couleurs est simple et la composition pyramidale se termine avec les yeux de la jolie dame à son sommet. Marie du Christ et le jeune Jean-Baptiste. De Raphaël. Cette toile a été peinte durant sa période florentine où il a pu étudier les grands maîtres de cette ville. Cette scène avait été offerte à de nouveaux mariés en 1506. La prémonition de la fin tragique du Christ est évoquée par l'oiseau fragile que Jean-Baptiste tend à Jésus pour qu'il le caresse. La composition pyramidale reflète l'impression profonde que lui avait causé le tableau de Léonard de Vinci, la Vierge et l'Enfant, avec cet angle qu'on voit ici. La charité. La jeune femme est vêtue d'une robe légère qui révèle ses courbes sculpturales et nous montre un sein à l'air. Elle est entourée de 3 enfants. Son auteur, Salviati, a construit les 4 formes comme si elles faisaient partie d'un seul et même corps, en créant un équilibre sophistiqué des divers éléments, qu'on les qualifier de la bella mamma ou de la belle maman. L'homme en armure avec son écuyer. Cette toile de Giorgione faisait partie de la collection du Belvédère à Vienne et a été échangée avec la Galerie des Offices vers 1800. L'œuvre semble dater du début du 16e siècle, pendant cette période intense caractérisée par le séjour de Léonard de Vinci à Venise en 1500. La Madone avec l'enfant Jésus et le jeune Saint-Jean. Ce tableau, qui à l'origine avait été interprété comme une représentation de la charité, à cause de la grande affection apparente entre la femme et les 2 enfants, est remarquable par l'utilisation de la lumière et des ombres dramatiques prémonitoires du sort funeste du Christ. L'utilisation de couleurs vives et typiques du travail de Ponterno. On voit l'influence de Michel-Ange et des personnages de la Chapelle Sistine. Portrait d'un notable. On voit dans cette œuvre un homme avec un chapeau et des vêtements foncés. Son visage émerge du décor sombre avec des traits lumineux. Cette toile a été attribuée à Biltrafio, un ancien élève de Léonard. La date de sa réalisation serait autour de 1500. Biltrafio est déménagé de Milan à Bologne, où il avait reçu d'importantes commandes de la famille Casio. Allégorie de la paix entre Florence et Fiesole. Ce tableau se nomme un soffetto en italien car c'est une toile prévue pour orner un plafond. Elle nous montre une allégorie de la paix intervenant entre Florence et la ville voisine de Fiesole à l'époque romaine.
C'est aussi une allusion à la paix continue établie en Toscane sous le règne des Médicis. L'auteur de cette allégorie est Luca Giarda. C'est un homme, le jeune homme à la pomme. Cette toile du grand Raphaël nous montre un jeune homme vêtu d'une chemise blanche et d'une veste de laine. Il porte un chapeau rouge sur ses cheveux bien droits. L'identique du sujet serait celui de l'héritier du duché de Urbino. La pomme dorée qu'il tient dans sa main semble faire allusion à ce fait. On voit que le style de Raphaël devient plus complexe avec sa maturité. Le sacrifice d'Isaac. Dans cette œuvre, le Caravage illustre le passage de l'Ancien Testament où Dieu ordonna à Abraham de sacrifier son fils unique Isaac. On voit par contre ici l'ange envoyé par Dieu pour arrêter ce sacrifice. L'ange pointe vers le bélier à sacrifier plutôt que son fils. L'ange se présente sous des dehors humains. Le sacrifice appréhendé d'Isaac est prémonitoire de celui du Christ. Saint Jérôme. Verrocchio était cet extraordinaire peintre et sculpteur florentin dont l'atelier a formé de nombreux artistes significatifs, le plus important étant Leonardo da Vinci. Cette représentation du Saint-Homme par Verrocchio, comme un vieillard et un ascète à moitié nu, diffère de l'autre représentation de lui en robe cardinaliste peint par El Greco qu'on a vu à la National Gallery de Londres. Le baptême du Christ de Véronèse. Cette œuvre du peintre vénitien a laissé tomber un paysage en arrière-plan pour mettre l'accent sur le baptême du Christ tel que décrit dans les évangiles. Le Christ a les bras croisés, ce qui est prémonitoire de son calvaire. En choisissant de se faire baptiser dans les eaux du Jourdain, Jésus accepte de partager les péchés des hommes. Une description en l'an 2 nous informe que le tableau a dû être réparé à cause des dommages causés par des souris, par l'humidité et autres désastres. Le martyre de Sainte-Cécile. Cette œuvre date de 1622, il nous montre, et Riminaldi, son auteur, nous montre la mise en scène théâtrale de l'exécution de la Sainte avec un cône de lumière au-dessus des trois personnages et de la puissance de l'exécuteur qui tient sa victime par les cheveux, dénudant son cou qu'il s'apprête à trancher. En 1693, Fernando de Médicis acheta l'œuvre pour sa collection et l'installa au rez-de-chaussée du Palazzo Pitti, sa résidence. Riminaldi s'était inspiré du Caravage, plus particulièrement de son martyre de Saint-Matthieu. Le Christ guérissant des malades. Cette œuvre de Rembrandt se nomme aussi la pièce au sang fleuri. Elle date de 1548, c'est une gravure. Le Christ se tient au centre de la scène. Autour de lui se trouvent plusieurs groupes, des malades, des personnes âgées et des pharisiens qui lui tournent le dos. Cette gravure est considérée comme la plus belle de Rembrandt, car elle inonde en représentant le Christ comme source de méditation plutôt que comme figure de souffrance. L'Annonciation. C'est un tableau de l'atelier du peintre Verrocchio attribué à Léonard de Vinci. Il représente l'ange Gabriel saluant la Vierge Marie en l'interrompant dans sa lecture de la Bible pour lui annoncer qu'elle est destinée à donner naissance au Fils de Dieu. L'œuvre a fait son entrée à la Galerie des Offices en 1867. Les radiographies du tableau ont révélé les frottages à la main des couleurs, de techniques caractéristiques de Leonardo pour créer son fameux sfumato ou l'atténuation du passage d'une surface à une autre. Le chérubin enchaîné. Il s'agit d'une antiquité romaine qui nous montre un enfant en pleurs attaché à la taille et à un pied. Il s'agirait d'une allégorie complexe représentant Cupidon, enchaîné et sans aile. C'est la déesse Némésis, celle de la vengeance, qui aurait puni Cupidon en lui enlevant ses ailes pour avoir rendu trop de personnes malheureuses à cause des peines d'amour qu'il avait causées. La crucifixion. Le tableau du Moyen-Âge sur la crucifixion devant Marie
et l'apôtre Jean est rendu encore plus dramatique par les deux anges qui recueillent le sang qui s'échappe des mains et des côtes du Sauveur. La toile est attribuée à Niccolo Gelini, un artiste florentin qui travaillait dans le style de Giotto. Il a été un peintre prolifique, réalisant des fresques importantes à Prato et à Pise comme à Florence. La charité. C'est une des nombreuses allégories peintes par Pollaiolo qui représente la charité sous les traits d'une jeune femme allaitant un enfant pour montrer la bienveillance envers autrui. La flamme entre ses doigts est l'emblème de l'amour de Dieu. Le personnage est entouré de miroirs de marbre d'inspiration classique. Il fait partie d'un groupe de vertus dont l'allégorie qui lui avait été commandée en 1469 par le tribunal du commerce. La bataille du Ponte del Amiroglio. Sur ces plaines près de Palerme, en Sicile, on voit le héros national Garibaldi portant une chemise rouge avec une cape autour de son cou, brandissant son épée alors qu'il commande une escouade de militaires d'élite. Cette scène de l'unification de l'Italie a été précisément choisie par son auteur Renato Guttuso pour montrer un parallèle avec la résistance des partisans italiens durant les deux grandes guerres du XXe siècle. Ce tableau date de 1952. Cosimo II de Médicis avec femme et enfants. Ce tableau, qui date de 1640, est l'œuvre de Justus Sutermans. Dans cette composition de 3 personnes, tout le monde a l'air indépendant et sans lien spatial ou psychologique avec les autres. Ce portrait est remarquable par sa représentation raffinée des vêtements et des bijoux portés par ce trio. Cosimo II a été un grand-duc de Toscane très cultivé et pacifique. C'est pourquoi l'allégorie de la justice apparaît sur son armure. L'allégorie du destin. Ce petit panneau, à l'origine, c'était une porte d'un meuble. Il montre la déesse du destin accompagnée de ses attributs. Elle se balance sur un globe, symbole de son instabilité. À sa droite, une couronne avec un sceptre, un encrier, 2 livres, une règle tombe d'en haut, tous des symboles des puissances et de nations qui sont dépendants des humeurs de cette déesse. Son auteur Ligodzi était à la fin du XVIe siècle peintre de la cour des Médicis. Après-midi à Fiesole. 4 amis bavardent autour d'une table dans la maison du peintre Bacci à Fiesole, près de Florence. Le peintre est le personnage à droite avec son chien devant lui. Celui avec la guitare est Guido Perrone, sont accompagnés de leurs épouses. Durant les années 20, il continuera à produire des œuvres avec un classicisme particulier qui tient compte des valeurs du XXe siècle. La toile a été donnée à la Galerie des Offices en 1981 par les enfants de Bacci. Le sanglier. Il s'agit d'une antiquité romaine qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ et qui a été trouvée à Rome en 1556. Une première restauration lui avait été apportée en 1568 à Florence comme cadeau du pape Pie IV au duc Cosimo Ier de Médicis. À la fontaine. Ce tableau daté de 1879 a été peint par Igrato Ferroni. Cette grande toile a été vivement critiquée par les historiens de l'art et louangée comme étant une grande œuvre toscane. La composition nous montre de simples paysans venus chercher leur ration quotidienne d'eau à la fontaine du village. On voit ici l'influence de la peinture française de l'époque, en particulier de Millet, qui met en valeur le travail dans les champs et la vie simple des paysans. Portrait de Bella, du Titien. Ce portrait est fait par le Titien et son tableau le plus célèbre réalisé en fin de carrière. Il confirme son statut de fondateur du mouvement vénitien en peinture. L'identité du sujet étant inconnue, on en vient à la conclusion que c'est un hommage à l'idéal de beauté féminine, un thème très populaire dans les cours pendant la Renaissance italienne. Le Christ portant la croix. Le petit format de ce tableau indique qu'il était conçu pour une chambre à coucher. C'est un gros plan de la tête du Christ alors qu'il se dirige vers le calvaire.
sa croix sur l'épaule. Rossi a peint ce petit panneau durant son bref séjour à Florence entre 1543 et 1548. Adoration de l'enfant Jésus. Le peintre hollandais Van Honthorst était surnommé Della Notte en Italie, à cause de ses compositions avec un éclairage nocturne, influencé par le Caravage qu'il avait étudié à Rome au début du XVIIe siècle. Pendant son séjour en Italie, il a aussi rencontré Cosimo II, le Métis qui a acheté certaines de ses toiles en 1620, dont celle-ci. La lumière divine qui émane de l'enfant Jésus adoucit tous les traits, surtout ceux de sa mère. Le regard des deux anges qui se penchent sur la mangeoire est plein d'affection. Idiome éternel. Bargellini. Cette œuvre de Bargellini appartient à une série de peintures qu'il a réalisées entre 1895 et 1899, où il expérimentait avec des scènes de sérénité tranquille. Cette toile témoigne de la reformulation personnelle de l'artiste du genre historico-ancien avec son usage de sujets archéologiques. Il était certainement guidé par sa connaissance de Gustave Klimt, le peintre autrichien. L'atmosphère du tableau est caractérisée par le blanc qui assimile tout au statut de rêve. L'adoration des mages de Dürer. Cette peinture de Dürer est un chef-d'œuvre qui combine élégamment le modèle nordique et les influences italiennes. Dürer avait déjà voyagé en Italie et était devenu familier avec l'art italien à travers les œuvres de Bellini et de Leonardo da Vinci. Le roi montré de profil et de style léonardesque. Il serait un autoportrait de Dürer. Toute la scène abonde de détails élégants comme seuls les peintres flamands en étaient capables, dans la représentation des tissus, des brocards, des couronnes, etc. Ce tableau est daté de 1504. Fleur des champs. Cette œuvre a été présentée en 1896 à l'exposition florentine du Festival de l'art et des fleurs. Elle a été bien appréciée par les critiques à l'époque. D'autres, par contre, ont trouvé le tableau trop monotone et modéré. Gioli, son auteur, a participé à plusieurs expositions en Italie et à Paris. Acheté par le roi Umberto Ier, l'année de sa réalisation, ce tableau fut plus tard donné à la galerie d'art moderne du Palazzo Pitti. Scène portuaire. Cette scène, peinte par Salvador Rosa, a été au début de son séjour prolongé à Florence. Elle avait été commandée par le prince Carlo de Médicis pour décorer le hall du rez-de-chaussée de sa résidence. Le réalisme avec lequel Rosa dépeint les activités portuaires n'était pas étranger au séjour que ce peintre napolitain avait passé dans la ville portuaire toscane de Livorno en 1641. Portrait des archiducs. Raphaël Mengs, un des plus importants défenseurs du néoclassicisme, a peint ce tableau en 1770. Ce double portrait des deux plus jeunes garçons des grands-ducs de Toscane, Pierre-Léopold de Habsbourg. Ce tableau est remarquable par sa composition moderne, la pose toute naturelle des sujets, les magnifiques palettes des couleurs exposées. L'entrée de Charles VIII à Florence. Ce tableau a été commandé à Giuseppe Bezzuoli en 1822 par le grand-duc de Toscane, Léopold II. La scène veut rappeler l'invasion de Florence faite dans la décennie précédente par les troupes de Napoléon Bonaparte. La scène se passe en 1494, lorsque le roi Charles VIII de la France, pour avoir conquis Naples, fait son entrée triomphale à Florence. Pierre de Médicis, le fils de Laurent le Magnifique, qui était au pouvoir à ce moment-là, n'opposant aucune résistance à l'envahisseur, ce qui lui valut l'opprobre de la population de Florence et qui le poussa à l'exil. Tête de fille de profil. À l'origine, on pensait que l'auteur de ce tableau était Raphaël, mais récemment, il a été attribué par Migianino. Ce jeune artiste voit une grande admiration à Raphaël, qu'il considérait comme un maître à imiter et même à dépasser. Il a étudié beaucoup les œuvres de ce dernier lors d'un séjour à Rome. Les lignes embrouillées de la craie rouge au dessin
était inspiré par le Caravage pour lequel il travailla en 1520 sur une fresque pour l'église Saint-Jean l'Évangéliste à Parme. La Sainte Famille. Ce tondo était du format utilisé pour les résidences privées. C'est la première œuvre où on voit la Sainte Famille devant un paysage et elle a servi d'exemple à d'autres artistes tels que Michel-Ange pour son tondo donné qu'on a vu tantôt. Ce tableau date des années 1490 et son auteur est Signorelli. La fortitude. Botticelli représente la fortitude en 1470 comme un jeune homme, une jeune femme, pardon, portant une armure par-dessus son élégante robe ainsi que le sceptre d'un roi. Cette vertu fait référence à la force et à la persévérance dans la poursuite du bien. Une des 4 vérités cardinales, des 4 vertus cardinales. Botticelli participa aussi avec Pollaiolo à la série d'allégories devant être accrochées au mur du tribunal de la justice de la Piazza della Signoria à Florence. Flore. Ce tableau du Titien qui date de 1517 nous montre une jeune femme qui tire le bouquet de fleurs printanières. Elle est vêtue dans un style, ancien style, avec une robe blanche qui lui glisse sur l'épaule, laissant entrevoir un de ses seins pendant que sa tête est inclinée vers son épaule droite. Le sujet a été identifié comme étant Flore, l'épouse nymphe de Zéphyr. Cette œuvre a fait partie d'un échange en 1793 entre la galerie du Belvédère à Vienne et les grands-ducs de Toscane. Elle fait partie de la recherche de la beauté féminine idéale de la Renaissance italienne qui a été entamée avec la Laura de Giorgione Cavosi. David et la tête de Goliath. Le peintre Guido Reni, originaire de Bologne, codifie l'idéal de la beauté classique au XVIIe siècle, en la centrant sur l'harmonie des proportions et le dessin. Sa tendance vers le classicisme a été renforcée par les modèles de Raphaël et les méthodes de son concitoyen Carracci. Cette scène est représentée avec un grand détachement plutôt qu'avec un sentiment tragique. La peau de David est celle d'un dandy. On est loin du David Frondeur de Michel-Ange. La vision d'Ézéchiel de Raphaël. Ce petit panneau de 12 pouces par 16 pouces illustre un épisode du livre d'Ézéchiel. Au centre, on voit Dieu le Père, soutenu par 2 anges, un aigle, un bœuf et un lion. L'œuvre date de 1518 et est attribuée à Raphaël durant son séjour intense à Rome. La qualité picturale de l'œuvre ne pouvait venir que de Raphaël avec cette variation délicate du changement de couleur d'une teinte à l'autre. Alors voici, maintenant nous allons prendre une pause de 5 à 10 minutes pour se détendre un peu et après ça on va résumer avec le suite de la conférence. Il a gagné à la centre de bois, le maquilleur dans le va avoir transformé l'acteur il a gagné à la vie. Oui, puis ça, je pense que c'est Il est normal. Je n'ai pas de dérangement. Il y a des cafés, il y a des verres. Il y a un jour dans la caisse, on va subir. Oui, 15 ans d'avant. Moi aussi, je dis des choses ça va aller mieux avec les verres. Je demandais bien votre nom, mais je vais l'oublier. Carole, je m'en rappelle ce coup. Vous, j'ai donné juste une feuille, parce que j'ai dit que vous êtes avec. Parce que le film, je venais avoir la feuille parce que pour se dire la première partie, la deuxième, c'est pas ça. Et là, l'autre est allé faire en haut pendant que je suis allé en haut. Pas perdu. Vous, maintenant, Jocelyne. C'est déjà vu, ça se fait. Je ne sais pas trop, mais je descends dans le visage de vous. André? Beau nom, effectivement. Ginette? Je me rappelle. Gino!
Non, Stéphane. Non, c'est Luc. Luc. Saint-Luc. Stéphane, non, c'est Stéphane. C'est pas Luc. Luc. Carole. Stéphane, je ne sais plus. André, moi c'est Rose. Je m'occupe des films. On va s'en voir. D'un film, sur le nez. On va dire Ginette. André, Carole, ça c'est mes nièces. Puis vous, la première lettre, Ginette. Pas Ginette. Ils sont tannants, hein? Moi, je vous vois souvent, mais je ne peux pas dire votre nom. Monique. Oui, je fais des liens avec mes amis, avec mes nièces, mais j'en ai tellement. J'ai quelqu'un de monsieur. Raymond, parce que ma secrétaire le dit. Céline? Salut! Salut, mon crime, hein? Suzy? Non, venez prendre votre petit verre de votre petit café, votre petite tasse de café. Vous twistez. Café? Bon, moi, je vais y aller. Bon, ben, venez-vous-en. C'est l'heure du café. On va vous dévisser les verres. Oui, Monica, la mitraillette. C'est quoi? Non, moi, c'est moi, c'est mon nom, Lucille. Oui, il y a du lait, il y a des verres que je pense qu'il y a du lait. C'est moi qui vous ai fait traverser. Ah ouais! Qui a la zone d'abord? Thierry, mettez le doigt dedans, vous le laisse. On va twister. Hein? On va twister, allez-y, forcez. Imaginez que c'est les oreilles de votre mari. Bon. Oh, c'est pour vous, ça? C'est pour vous, ça? C'est pour votre mari, de l'autre côté? Ah, c'est le talent, ça? Troisième. Oui, mais ça fait longtemps. Puis, Tiens, un carton pour vous. Jean-Jérémy. j'ai toujours préféré, même si j'adorais ça, autre chose. Moi, je l'ai tempé là, pour l'oublier, regardez. Je l'ai tempé là, pour l'oublier. Des voyages à l'autre Oui, c'est vrai. Il y a des choses. Il y a des C'est choses. ça. On n'oublie pas. Il n'y a pas de cognac dedans, il n'y a pas de poisson, mais c'est un café. Plus tard, si vous êtes gentil. Faut pas qu'elle achète quoi que ce soit dans le café, j'étais assez excitée comme ça. Oui, c'est ça. On n'a pas besoin de rien. Non. Hey, je suis gentille, je suis pas tannante. Non, tu n'es pas talent. Super fine. Et où? Je suis vivante. Ça, j'ai dit l'autre jour, je suis vivante. Vivante. Ben, elle dit ça, c'est le personnage, je suis allée. Oh, il est venu voir quand je vois. C'est des sachets. Mais oui, c'est ça. Comme moi, quand même, Oui, c'est vrai. Oui. Voir les cafés, ça me tient à c'est pas grave. On ira demain matin. C'est ça la retraite. Ça me réveillait. Quand il n'y a pas d'heure qui est dans l'éveil, il s'appelle André. Elle s'appelle. Je connais plus votre André. C'est un remis 40. Gisèle. Mais c'est un J, c'est pas un G. C'est moi. J'aime mieux les Mais là, je vois, je
va être là le premier hockey. Il y a également notre exposition. Jocelyne! Pourquoi je dis Jocelyne? Parce que c'est ma nièce, Jocelyne. Jocelyne. Oh, ben là, je pense à... Ça, c'est un détail. Mais là, je regarde un chum que j'ai fait, un ami qui s'appelle André. C'est mon frère. J'ai dit, Jocelyne, le collègue, Sarah, ma nièce. Ginette. Qu'est-ce que c'est moi qui non, il me l'a dit son nom. Ben oui, je vois ça. Non, j'avais deux campagnes, ça ne peut pas. Ah oui, Saint-Luc. Celui-là, c'est Suzanne, c'est Francine. C'est pas 10. Là, j'ai dit Céline. Ouais, Adam. Mon frère et mon frère. Oui. Il était à l'animaliste, ça. Hein? Moi qui travaillais à l'animaliste, je m'attends avec un autre. C'est dans la famille. C'est quoi votre talent? Hey, c'est quoi? Un sosie. Un chapeau, non, un sosie. Je l'ai vu la passer. C'est ça. Ben, j'ai dit, c'est un livre que je connais. C'est déjà pas mal. C'est fini la réception. C'est ça, déjà. Ça va du temps, t'es bon. Je voyais juste 3 semaines, mais à partir, non. Parti, boys, Oui, c'est vrai. C'est plus petit, c'est plus à notre il faut l'accrocher, il faut l'accrocher. Nous autres, on a fait des cours. Plastique, on avait on dû la faisait. C'est pas mal de l'autre côté. C'est jamais dans le non, c'est une qualité. On ça va être facile, certaines primes avec quelque chose qui est l'allégorie de la foi. Le peintre Paul Aiolo représente la foi sous la forme d'une jeune femme, les yeux tournés vers le ciel, tenant le calice dans sa main droite, couverte par la patène, pendant que la croix de la procession est à sa gauche. Dans cette œuvre, son auteur démontre une virtuosité extraordinaire dans la représentation des bijoux d'or, inspirés par les plus élégants et précieux ornements ecclésiastiques du 15e siècle. Ce tableau se trouve à la Galerie des Offices depuis 1777. Yann Latman-Lefebvre. Cette gravure résume bien le dialogue enthousiaste que Rembrandt maintenait entre l'ombre et la lumière. Cette fois-ci, il utilise une technique différente, atteignant des effets de lumière extraordinaires, depuis le chapeau au noir profond et velouté, de même que les vêtements jusqu'à la lumière absolue qui provient du haut de la pièce. Yann Latman, qui était son ami personnel de Rembrandt, est montré entouré des outils de son métier, un marteau et des gabarits métalliques. Rembrandt était un maître dans la définition de l'espace en utilisant la lumière. La Madone de l'humilité. La Vierge donne le sein à son fils qui était fréquent dans l'iconographie toscane de cette époque au début du 15e siècle. Ceci renforce l'image de Marie comme intermédiaire entre Dieu et l'humanité. Le petit format de l'œuvre la destinait sans doute à soit un petit oratoire ou à un hôtel secondaire. Cette œuvre de Masolino a été vendue en 1942 au chef militaire nazi Hermann Göring. Elle a finalement été retracée en Allemagne et ramenée en Italie en 1954 et transférée à la Galerie des Offices en 1988.
Lamentation devant le Christ mort. Dans ce tableau de 1495, Bellini revient sur un thème fréquent dans son œuvre, c'est-à-dire la Vierge de Saint-Jean supportant le corps du Christ mort après sa descente de la croix. À l'extrême droite, on voit le personnage d'un moine, qui était un anachronisme dans l'histoire du Christ, qui montre que l'œuvre avait une fonction de dévotion plutôt qu'une nature historique. La technique monochrome est particulièrement... Une question. Oui. Est-ce que c'est un dessin? Oui. C'est-à-dire, si vous permettez, je vais compléter. Oui. La technique monochrome est particulièrement intéressante, laissant croire que le tableau est inachevé. Bellini faisait des études préparatoires très détaillées et appliquait les couleurs dans un deuxième temps. OK. C'est comme une gravure, on dirait aussi. Oui, on dirait. Non, c'est pas ça, c'est pas une gravure. Non. Une ébauche. Oui, c'est ça. Les beaux jours, les couleurs. La Madonna, la Cecca et Pietro Moro. Les trois personnages de ce tableau ont vraiment existé tels que prouvés par les archives des Médicis. Sutermans, ce peintre hollandais et portraitiste renommé, qui avait déjà immortalisé les membres les plus importants de cette illustre famille, s'intéresse au monde des domestiques entourant la vie de la cour. En l'occurrence, ces deux vieilles femmes ridées, à l'expression vive, et à leur droite Pietro le Mort, qui était un des nombreux serviteurs de la famille. Le martyre de Saint-André. Carl Dolci a peint 3 versions du martyre de Saint-André qui a été crucifié à Patras. La scène nous montre le moment avant la crucifixion où on voit le saint déshabillé pendant que ses tortionnaires installent la croix. Le peintre a porté une grande attention aux détails comme les habits des protagonistes. Les lutteurs. C'est une antiquité romaine qui a été découverte en 1583 dans le vignoble de la famille Tomassini près de Rome. Et c'est très rare qu'on trouve un groupe de statues comme celui-ci qui est tout à fait intact. L'anatomie et les bonnes proportions des sujets rendent la scène particulièrement réaliste. Le martyre de Sainte-Agathe. Ceci est un exemple important de ce qu'était la peinture à Venise au XVIe siècle. Le tableau a été commandé par le cardinal responsable de l'église de Sainte-Agathe à Rome. Le format du tableau indique qu'il était prévu pour l'usage personnel du cardinal. La toile de Sebastiano del Piombo de 1520 illustre le martyre de cette sainte, une souffrance, la pire souffrance endurée par la sainte, puis l'ablation de ses seins par d'énormes pinces. Ce tableau a pris le chemin de Florence en 1631, faisant partie de la dot de Vittoria della Rovere, l'épouse du grand-duc de Toscane. L'homme avec un singe. Le naturalisme de cette scène avec sa spontanéité dans la représentation d'un singe jouant avec les cheveux d'un jeune homme, amusé de la chose, est l'élément qui a fait attribuer le tableau à Carucci, un peintre de Bologne. Il était réputé pour montrer des scènes de la vraie vie autour de lui. De plus, il souhaitait que les autres peintres abandonnent les tons tordus du maniérisme pour se concentrer sur l'anatomie et le dessin. À la fin du XVIe siècle, la peinture s'éloignait de la formule intellectuelle pour se rapprocher des sujets inusités et populaires. Un des trucs du père Arlotto, 1640. Ce tableau est l'œuvre de Volterrano, un des artistes les plus habiles et originaux à Florence au XVIIe siècle. Le principal personnage de la toile est celui debout à droite de la table. Il s'agit d'un prêtre réputé pour son esprit vif et son penchant pour les farces. On voit ici l'apothéose de la blague, alors que le curé qui est allé chercher une cruche de vin au cellier avoue à l'autre qu'il a oublié de fermer le robinet du fût où il a puisé le vin. On voit l'autre tout énervé qui se lève précipitamment pour aller corriger le dommage dans la cave. Ce tableau s'est ajouté à la collection du grand-duc Ferdinand. Pallas et le centaure, 1485. Comme d'autres œuvres de Botticelli sur le sujet mythologique, la jeune femme armée d'une hallebarde avec l'intention de tirer le centaure
par les cheveux comprend plusieurs interprétations possibles. Le personnage féminin serait Pallas, la déesse de la connaissance, ou bien Camille, une vierge guerrière qui est morte sur le champ de bataille. Le centaure, qui est à moitié homme et à moitié bête, symbolise les bas instincts de l'humanité. Niobidi. En 1946, Colachicchi a réadapté un tableau qu'il avait fait en 1932 pour la Biennale de Venise. Le mythe sanglant d'Artémis tuant ses filles de Niobidi pour se venger est parfaitement adapté au message qu'il veut transmettre à l'effet que les femmes sont de pauvres victimes lorsqu'il y a un conflit armé comme la Seconde Guerre. Ce tableau transpose dans le massacre de Niobidi les horreurs de la guerre que Colachicchi a opposées. La nativité. Non, ce n'est pas un tableau du Moyen-Âge, c'est une œuvre qui date de 1928 de Baggiani, qui nous montre une petite hutte et une maison de ferme sur la colline qui sont représentatives du paysage de la Toscane. La lumière qui baisse à la tombée du jour souligne l'émotion créée par le miracle de la naissance humaine et divine. Baggiani, en se pliant avec les leçons des grands maîtres italiens, en particulier Giotto, nous montre un contraste entre l'effet de vide du tableau et son attention méticuleuse aux détails. Picarda Donati, kidnappé au couvent. Peint en 1866, ce tableau illustre une histoire racontée par Dante, soit le sort tragique de Picarda, kidnappée du couvent où elle vivait avec d'autres religieux sous les ordres de son frère, Corso Donati, qui avait décidé qu'elle devait se marier avec le richissime Rossellino della Tosta. L'auteur Sorbi nous montre un moment où son frère a fait l'éruption dans le couvent en tenant la porte ouverte pendant que ses complices s'emparent de Picarda sous les cris affolés de ses consoeurs. On disait à l'époque que les peintures de scènes de ce type devaient éviter de mettre le focus sur un seul élément. C'est sans doute pour cela que Sorbi est à l'action les détails dans toutes les directions. Ajax et Achille. C'est une antiquité romaine datant du 3e siècle avant Jésus-Christ. Cette statue est une réplique en marbre d'un bronze trouvé au 16e siècle à Rome. Offerte en cadeau à Cosimo Ier de Médicis, la statue est arrivée à Florence autour de 1536. Elle fait l'objet d'une minutieuse restauration 300 ans plus tard, vers 1836. L'hypothèse que ce soit une représentation d'Ajax avec la dépouille d'Achille, mais dans la thèse qui est accréditée. Portrait de Bia de Médicis. Peint par Bronzino en 1545, la petite Bianca, surnommée Bia, était la fille illégitime de Cosimo Ier avant qu'il ne se marie en 1539. Elle a été pourtant élevée avec son père et son épouse avec beaucoup d'amour. Hélas, en janvier 1542, Bia tomba malade et elle est décédée quelques semaines plus tard. Le grand-duc était éploré et il a fait faire un masque mortuaire de sa fille défunte. C'est en s'inspirant de ce masque que Bronzino, 3 ans après son décès, a peint ce merveilleux portrait. Les vêtements blancs de l'enfant font référence à sa pureté et à son nom qui veut dire blanc. Bronzino a réussi à rendre un hommage qui témoigne de la grande vivacité de ce bel enfant. Portrait du comte d'Aporto avec son fils. Véronèse a fait ce portrait père-fils du comte, mais il avait aussi fait le portrait mère-fille de sa famille Livia. Ces portraits datent de 1555, peu de temps après que Véronèse soit déménagé à Venise. Son style de portrait montre l'influence du Titier, quoiqu'il maintient des éléments traditionnels de sa Lombardie natale, comme le fait de montrer des personnages à pleine hauteur. Portrait de la duchesse d'Urbino. Cette œuvre en était peinte par le Titien durant l'hiver où la duchesse séjournait à Venise. Ce tableau est typique de la représentation de la femme fidèle et vertueuse, le chien dans l'image étant le symbole par excellence de la fidélité. La parabole du sommeur. Cette parabole apparaît dans l'Évangile selon saint Marc.
Comme le Sommeur, le Christ répandait la bonne parole dans ses sermons. Ce tableau florentin du peintre Bossalo, en 1567, s'est limité à la femme du fermier à l'avant-plan avec le fils et le chien, se collant ainsi au texte biblique. Le torse. C'est une antiquité grecque du 1er siècle avant Jésus-Christ. Cette œuvre a été achetée par le grand-duc Léopold en 1778. Même si seul le torse de cette statue a survécu, cette sculpture faisait partie sans doute d'un centaure avec les mains liées derrière le dos. Ce qui en reste, c'est nous apprendre que ce jeune corps musclé peut être interprété comme l'incarnation de la force invincible d'Eros ou de la sexualité. Portrait d'Alessandro de Médicis par Vasari. Ce personnage est le fils illégitime de Laurent, le duc d'Urbino. Le portrait avait été commandé à Vasari, qui était le peintre et l'architecte de la cour des Médicis. Sa splendide armure reflète les qualités de guerrier, tandis que la cape rouge symbolise le sang versé de ses ennemis. Le règne d'Alessandro sur Florence a été bref, car il a été assassiné 3 ans plus tard par son cousin Lorenzino. Ce jeune duc est monté dans un style inusité pour l'époque, mais il ressemble à la sculpture de Giuliano de Médicis par Michel-Ange pour sa nouvelle sacristie de la basilique de San Lorenzo à Florence. Portrait du duc d'Urbino. Barocci s'est inspiré du portrait que le Titien avait peint en 1538 de l'oncle de ce Francesco della Rovere. Ceci influença le choix de la pose du sujet. L'arrière-plan sombre sur lequel se détache son armure, façonné par un artisan réputé. Avec la description détaillée du décor, c'est la perception que ce jeune homme comprend son rôle dans la recherche de la gloire pour son duché. Ariadne. C'est une antiquité romaine du 2e siècle après Jésus-Christ, avec une édition qui a été faite au 16e siècle. À l'origine, la partie supérieure de la statue avait été découverte à Rome et achetée par Ferdinand de Médicis qui l'exposa dans cette villa. Ce n'est qu'en 1790 que la statue a été exposée à la Galerie des Offices. Mais c'est au 19e siècle que des restaurateurs en conservation ont osé ajouter le bas du corps et la position de ses bras. Malgré le manque d'authenticité de cette sculpture magnifique, le travail pour rendre le drapé de sa statue est de très grande qualité, probablement très près de la sculpture d'origine ancienne. Portrait de Tommaso Inghirami par Raphaël en 1510. Ce personnage était un érudit né à Volterra en 1470 et un protégé de Laurent le Magnifique. Il a été formé à Rome où il a fini par détenir un poste à l'université. Le pape l'a aussi nommé préfet de la bibliothèque du Vatican à l'époque où Raphaël fait ce portrait. Il a su capter son attitude de réflexion profonde tout en introduisant un élément de mouvement avec sa main qui s'apprête à écrire. Il le montre aussi profondément humain, avec un double menton et avec son strabisme. Portrait de Liu Yuk par Conti en 1924. L'inspiration qui a poussé Conti à réaliser ce tableau a été cette magnifique robe impériale portée par la servante de son amoureuse, qui était une Hollandaise qui avait vécu à Singapour. Le feu artifice de couleurs ressortant sur un fond neutre est en contraste avec l'expression sur le visage de cette femme, disons-le, qui a l'air bête. Saint-Laurent sur le grille. Un personnage que Bernini aurait imité dans cette sculpture de Saint-Laurent est celui d'Adam au plafond de la chapelle Sistine. Le fils de Bernini a raconté que pendant que son père travaillait sur cette pièce, pour bien se représenter l'expression faciale du saint au moment de son martyre, il se donnait debout tout près d'un feu de foyer et dessinait, en se regardant dans un miroir, l'expression de douleur sur son visage. Le mâle nu de la Pietà de Michel-Ange
que l'on retrouve à Saint-Pierre-de-Rome, l'aurait aussi inspiré. Autoportrait de Raphaël. Dans cet autoportrait de 1506, Raphaël se représente avec une coupe de cheveux des pages dans les cours de la Renaissance, vêtu d'une cape sombre portée par les peintres. Ces scénars assez traits agréables confirment le jugement que Vasari a posé sur Raphaël en louant son élégance, sa beauté et ses chics vêtements, ainsi que sa perfection comme artiste. Psyché abandonné. Selon la légende mythologique, Cupidon était devenu amoureux de la belle Psyché. Il l'avait kidnappée pour l'amener à son palais. Cupidon lui rend visite tous les soirs à condition que la rencontre se passe dans l'obscurité. Mais Psyché, curieuse de voir l'aspect de son amant, prend avantage de son sommeil pour illuminer son visage. Cupidon se réveille aussitôt et, furieux, décide d'abandonner la jeune fille. Cette sculpture néoclassique du 9e siècle a été reproduite maintes fois, car admirée pour sa merveilleuse technique pour montrer la transparence des ailes, comme si elles étaient faites de cire. Les travailleurs dans la carrière sont reposants. Le peintre Bacci aimait marcher de son studio à Fiesole jusqu'aux collines autour de Florence, où se trouvait la carrière du mont Sicélie, où on exploitait une pierre calcaire depuis toujours. Il trouvait la paix et l'inspiration dans sa solitude. Il aimait observer et discuter avec les travailleurs, des gens simples et modestes, mais fiers de leur métier. Après son exposition à la Biennale de Venise en 1926, ce tableau a été acheté par les commissaires de la Galerie des Offices. Portrait d'une dame. Cette toile, bien connue sous le titre de La Bella Simonetta, a été peinte par Botticelli en 1485. Elle est montrée de profil comme dans la tradition des portraits italiens. Ici, la femme ne porte aucun bijou et n'a aucun vêtement luxueux. En plus de sa beauté, le portrait met l'emphase sur sa modestie et sa tenue, sa nature retenue. Montrée dans un environnement domestique, comme le voulait la hiérarchie des valeurs à l'époque à Florence. Étude préparatoire pour Adam. Ceci est l'étude faite par Raphaël en vue de la première œuvre qu'il allait peindre au Vatican après être arrivé à Rome. Il interprète Adam en se référant aux anciens canons culturels. Il y a une affinité entre les nus de Michel-Ange et la chapelle Sistine créée à la même période. Alors que les personnages de Michel-Ange sont animés d'une tension dramatique intérieure, ceux de Raphaël sont caractérisés par une attitude méditative. Saint-Jean l'Évangéliste et Saint-François. El Greco, immigrant de l'île de Crète à Venise en 1566, a eu l'occasion de se familiariser avec les œuvres du Titien et du Tintoret. Il a été influencé par leur style intense et dramatique. Du Tintoret, il hérita le sens du mouvement et l'usage dramatique de la lumière, tandis que du Titien, il a retenu l'utilisation expressive de la couleur. Cette toile, qui date de 1600, a été acquise par la Galerie des Offices, qui ne possédait aucune toile de ce peintre majeur. Cette toile est chargée d'une ambiance dramatique destinée à attiser une émotion spirituelle chez le spectateur. Saint-Sébastien. Ce tableau a été peint par Kolacecki en 1943, en pleine guerre, alors qu'il avait été évacué avec toute sa famille. Il semble que le modèle pour cette pose, un certain Guido Fabiani, avait été attaché à un tronc d'arbre et malgré l'inconfort de sa position, il avait tendance à somnoler. Kolacecki, à l'époque, était professeur à l'École des Beaux-Arts de Florence. Il ne pouvait s'empêcher de penser, en voyant les Juifs en fuite et les soldats désertés, au rôle joué par la beauté et la culture face au drame de la guerre. Contrairement à d'autres représentations de ce saint, il a omis des flèches dans le corps du saint pour en garder une image intacte. Un autre chef-d'œuvre de Botticelli,
Le printemps. Ce tableau que Botticelli a réalisé en 1481, connu sous le nom de Primavera, ou le printemps, nous montre 9 personnages de la mythologie qui s'avancent sur une pelouse fleurie. Le centre de l'image est occupé par Vénus, la déesse de la beauté et de l'amour, vêtue chastement et accompagnée de Cupidon avec sa flèche de l'amour. À gauche, on voit les trois grâces, ces déesses mineures qui dansent en cercle. Ce chef-d'œuvre avait appartenu à un cousin de Laurent le Magnifique et il a fini par être inclus dans la vaste collection des Médicis. Apollon. Le gros œuvre de cette statue a été réalisé par Bacco Bandolini en 1558 et le travail aurait été terminé par son assistant Giovanni Francelli. La pose d'Apollon avec son déhanchement est clairement inspirée du David de Michel-Ange. Dans sa main gauche, il tient le reste d'un arc et dans sa main droite, une bandoulière. Confidence. Spadini a été l'objet de maintes discussions entre les critiques d'art. Certains le voyaient comme un adepte des impressionnistes et le surnommaient le Renoir italien. D'autres le considéraient comme un interprète du retour à la peinture italienne des 16e et 17e siècles. Hélas, Spadini est décédé à l'âge de 42 ans, avant qu'on ne puisse savoir quelle tendance sa carrière aurait prise. Les coups de pinceau appliqués avec douceur et les grands personnages de ce tableau de 1920 ne semblent pas reliés à la peinture impressionniste qui avait inspiré Spadini, mais plutôt aux peintres italiens du XVIIe siècle où l'accent est mis sur les scènes de genre comme celle-ci. Franc-tireur avec des prisonniers autrichiens. Avec ce tableau de 1861, le peintre Légat marque la fin de son apprentissage académique et se sent finalement libre de suivre son instinct et son esprit artistique. Il avait étudié à l'Académie des Beaux-Arts de Florence où il a appris à utiliser des couleurs pures et claires. La composition est marquée par l'approche des francs-tireurs victorieux suivis par des prisonniers mélancoliques. Exposé à la Société promotrice de Florence, le tableau a aussitôt été acheté par le gouvernement et accroché au mur de la galerie d'art moderne du Palazzo Pitti. Saint-Jean jeune. Saint-Jean-Baptiste, pardon. Cette magnifique toile de 1518 par Raphaël perpétue la notion médiévale de ce saint comme ayant eu une jeunesse passée seule dans la forêt, d'où son seul vêtement étant une peau de bête. Le parchemin dans sa main droite laisse paraître le mot « Dei », c'est-à-dire le dernier mot de la formule qu'il emploiera pour raconter aux gens que Jésus est le Messie, « Ecce agnus Dei », voici l'agneau de Dieu. Il teint chaudement en valeur le corps agile et musclé du jeune garçon. Son index pointe vers le ciel pour signifier la venue du Fils de Dieu sur terre. L'inclusivité de saint Thomas. Même si considéré comme une copie d'une œuvre du Caravage, ce tableau du début du XVIIe siècle est néanmoins intéressant pour sa superbe qualité picturale. L'œuvre fait partie de la collection des Médicis et se trouve à la Galerie des Offices depuis 1666. Certains pensent que l'original du Caravage a disparu. Le rêve de Salomon. Sabatelli, son auteur, avait reçu sa formation artistique à l'Académie des Beaux-Arts de Florence et était très apprécié par les régions de Bourbon et par les grands-ducs qui étaient retournés en Toscane après la défaite de Napoléon. Il a reçu en 1807 la commande pour décorer la chambre de Marie-Louise de Bourbon dans le Palazzo Pitti sous le thème du rêve de Salomon. Ce roi d'Israël qui avait succédé à son père David priait Dieu dans son rêve de lui transmettre la sagesse requise pour bien remplir son rôle. Un lien était à faire avec Marie-Louise, qui avait l'espoir que son fils de 12 ans puisse un jour prendre les rênes du pouvoir à Florence. Les trois grâces. Ces trois jeunes femmes étaient les filles de Zeus et emblématiques de la beauté et de l'élégance féminine. Fidèles à l'iconographie gréco-romaine, Poppy
les représente ici nues comme icônes de la beauté idéalisée. Elles font une danse qui symbolise l'harmonie de l'amitié. Poppy, qui avait été élève de Vasari, faisait partie du cercle des artistes actifs à la cour des Médicis. D'un point de vue stylistique, cette œuvre de 1570 est influencée par le monumentalisme de Michel-Ange, mais ceci est adouci par les formes rondes apparentes dans cet élégant tableau de Poppy. La transfiguration du Christ. Selon les évangiles, Jésus amena avec lui Pierre, Jacques et Jean en haut de la montagne, et son visage se mit à se transfigurer et à briller pendant que ses vêtements devenaient d'un blanc éblouissant. Cette toile de 1685 découle d'une commande du grand-duc Cosimo III. La transfiguration est un sujet parfait pour Giordano, qui devenait de plus en plus baroque. La lumière est montrée comme une cascade venant de l'arrière-plan et révélant des formes éclairées de l'eau. Vénus et Cupidon. Les critiques sont d'accord pour convenir que cette petite peinture sur bois, commandée par le grand-duc Francesco, était pour célébrer son grand amour pour Bianca Capello. De son professeur, Allori copia la pose de la déesse. Plusieurs détails font allusion à un amour idyllique, comme les deux colombes dont les becs se touchent. Le lapin couché dans l'herbe est un symbole de fertilité. Les rouges évoquent l'amour éternel. Devant son succès de 1570, Allori fit 4 versions de son œuvre. Allori était à l'époque un élève de Salviati, où il avait pu contempler le tableau de Bronzino, Vénus Cupidon et son satire Rouge. La Vierge et l'Enfant. Giulio Romano était un des peintres les plus talentueux dans le studio de Raphaël à Rome. L'artiste attire l'attention sur le bébé Jésus qui est rit de bon cœur. Romano peint cette toile en 1522, durant son séjour à Rome, où, après le décès de Raphaël, il travailla à compléter le carnet de commandes du maître. Romano déménagea à Mantoue, où il travailla à la cour du marquis Gonzaga. Et il a été responsable des travaux de renouveau urbain, de la conception et de la décoration du palais. Ce qui m'a frappé dans ce tableau, c'est que la mère et le fils ont le même regard, les mêmes yeux. La Madeleine repentante. Cette peinture de Marie-Madeleine repentante de 1535 a souvent été reprise pour le Titier durant sa longue carrière avec sa fascination érotique provoquée par la nudité de la Sainte, les yeux tournés vers le ciel en signe de dévotion. Il s'agit d'une prostituée qui demande pardon à Jésus. Le Titier a probablement mis en évidence les yeux trempés de larmes et sa magnifique chevelure blonde qui cache à peine ses seins. Le tableau a été sans doute peint pour le duc d'Urbino à Venise. L'œuvre a été apportée à Florence dans un part de l'héritage de Vittoria della Rovere en 1631, l'époux du grand-duc Ferdinand II de Médicis. Amor vinciat omnia, l'amour triomphe sur tout. Cette toile de Riminaldi en 1525 faisait partie de la collection personnelle de Ferdinand de Médicis. Amor était le Cupidon romain. En termes de composition et de pose de Cupidon, en particulier l'inspiration vient de certains personnages du Caravage et est mêlée de références aux anciennes statues. La Méduse. Cette œuvre qui est peinte sur un bouclier de parade en bois de peuplier a été réalisée par le Caravage en 1598. Elle avait été commandée par le cardinal Del Monte car destinée à être offerte au grand-duc Ferdinand Ier de Médicis. Le Caravage a réussi tout un exploit technique en rendant ce portrait sur une surface convexe. La Méduse était une des gorgones dont le pouvoir était de transformer en pierre quiconque la regardait dans les yeux. Le Caravage nous la montre au moment où son abondante chevelure se transforme en autant de vipère sous son regard paniqué. La Vénus d'Urbino.
peint en 1538, c'est l'un des tableaux les plus célèbres du Titien, un des plus beaux de la galerie des Offices. Il présente une jeune mariée nue dans son lit, regardant le spectateur dans les yeux en cachant son pubis de sa main gauche et tenant un bouquet de roses, symbole du plaisir et de l'amour dans l'autre main. Au pied du lit, on voit un chien qui fait référence à encore là, la fidélité pendant le mariage. Le Titien nous montre son talent extraordinaire pour exprimer l'intensité et la personnalité de son sujet. Le tableau a été exposé longtemps à côté de la Venise des Médicis pour permettre la comparaison entre l'ancien et le moderne. Le corridor de Vasari. C'est pas un tableau. Je m'en voudrais de conclure cet exposé sans vous parler du fameux corridor de Vasari. Vous allez voir, c'est très intimement relié à l'histoire du musée également et à l'histoire de l'art à Florence. Alors, vous voyez une photographie aérienne où on voit au milieu la tache brune, c'est le fleuve Arno qui divise Florence en deux, et vous avez à gauche le Palazzo Vecchio et à droite le Palazzo Pitti. Bon. Alors, le corridor de M. Vasari était le passage protégé et couvert qu'empruntaient les Médicis pour se rendre de leur lieu de travail, qui était le Palazzo Vecchio, jusqu'à leur lieu de résidence, le Palazzo Pitti, de l'autre côté de l'Arno, le fleuve qui divise Florence. Ce corridor était devenu nécessaire, car la famille Médicis, qui était immensément riche et puissante, avait des rivaux et des ennemis anxieux de s'en débarrasser. Dans le but de prévenir les attentats s'ils descendaient dans la rue ou se mêlaient à la populace, Cosimo Ier fit appel à son architecte Vasari pour résoudre ce problème. Vous avez vu tantôt un tableau de Vasari qui était également peintre, mais il était aussi l'architecte de la cour. Alors celui-ci a proposé et finalement construit un corridor long d'1 kilomètre qui a apporté une solution adéquate et définitive au problème de la famille. Alors le point de départ, c'était donc le Palazzo Vecchio, on voit le chiffre 9, et qui était situé à la Piazza della Signoria. Alors Vasari a d'abord relié le Palazzo Vecchio à la Galerie des Offices, qui était voisine par une passerelle aérienne. En parcourant les offices, on se rendait déjà sur les rives de l'Arno, au-dessus d'une colonnade qui longe le fleuve. Vasari a conçu ce corridor fermé jusqu'au Ponte Vecchio, qu'on voit à gauche, et au-dessus d'une colonnade. Bon. Alors, le corridor s'est poursuivi au-dessus des boutiques, des joailliers et des horlogers encore présents aujourd'hui sur le pont. Alors là, le principal obstacle était donc franchi sur ce pont. Sur l'autre rive, le corridor, on voit là, en haut les fenêtres, là, ça c'est le corridor qui passe au-dessus des boutiques. Rendu de l'autre côté de l'Arno, le corridor s'est poursuivi d'un bâtiment à l'autre au moyen de cette passerelle aérienne qui finalement est arrivée à destination qui était la résidence au Palazzo Pitti, qui était la résidence modeste de la famille des Médicis, dont on voit ici le petit intérieur discret. Pour que le parcours de près de 1000 mètres soit des plus agréables, on avait accroché sur les murs une collection de plus de 200 tableaux dans le corridor. Tous des autoportraits qui avaient été amassés par Léopold de Médicis. À travers les fenêtres du corridor, ils pouvaient admirer les rues, les monuments et les collines avoisinantes. L'ouverture avait même été pratiquée dans le mur entre ce corridor et l'église Santa Felicita pour permettre au grand-duc d'assister à la messe ni vu ni connu. Le corridor Vasari est maintenant ouvert au public après des travaux de restauration. On a même ajouté la climatisation imaginée. Je vais vous montrer certains des autoportraits accrochés dans ce corridor. Ici, c'est le portrait du peintre Beccafumi, de la peintre française Vigie Lebrun, d'Alessandro Allori,
On a vu les autres tantôt. Diego Velázquez, espagnol. Michel-Ange. Léonard de Vinci. Botticelli. Verrocchio. Et Artemisia Gentileschi. Conclusion. En 2019, ma conjointe et moi avons eu le bonheur de visiter la Toscane. Florence est bien sûr la galerie des offices. C'est difficile de décrire la grande émotion ressentie que de se retrouver parmi tous ces grands chefs-d'œuvre, pour ne parler que de Botticelli et Raphaël sur les lieux mêmes de leur création. Mettre les pieds au paradis ne doit pas être bien différent. Ce musée, dans un lieu hors de l'ordinaire, possède une collection aussi particulière. Les Médicis, Dieu ait pitié de leur âme, auront eu le mérite de s'intéresser et de supporter les arts du moment au moment de la Renaissance en Italie. Ils ont été les premiers grands collectionneurs d'œuvres et ont aidé une foule d'artistes à survivre en commandant et en achetant leur production d'œuvres d'art. Sur l'alignement unique des planètes, Florence, à ce même moment, a vu éclore une multitude de grands talents artistiques sur son territoire. Sans oublier ces mégastars de l'histoire de l'art, que sont Michel-Ange, Léonard de Vinci, Raphaël et Botticelli. D'autres grands peintres se sont également manifestés, comme Dolci, Verrocchio, Gentileschi, Bronzino et Romano. Ces derniers auraient passé pour des grands génies de l'art dans n'importe quel autre pays ou époque. La Galerie des Offices possède une collection sans pareille dans ce merveilleux pays qu'est l'Italie. J'espère que vous avez tiré du plaisir à la visiter avec moi. Alors je dis à la prochaine, alors que nous visiterons le National Gallery of Art de Washington dans 2 semaines seulement, le 6 avril prochain à 13h30. Alors merci beaucoup de votre attention. On a, l'année passée, vous saviez, on faisait un petit quiz avec des prix. Cette année, il n'y a pas de prix, mais il nous en reste 2 de l'année prochaine, de l'année dernière. Donc, si vous voulez. De quoi? Je vais vous passer le quiz d'aujourd'hui. Et ceux qui le veulent, vous pouvez participer. Vous envoyez l'information à Paul Boudreau, l'adresse courriel est là. Vous pouvez remettre au cabas. Vous pouvez, la prochaine fois que vous viendrez, vous apporter votre questionnaire, votre quiz bien rempli. Voilà. Alors voici les questions du quiz d'aujourd'hui. Première question, combien de papes et combien de reines de France la dynastie des Médicis a-t-elle généré? 3 papes. 2. Nommez 3 des plus grands peintres de Florence à la Renaissance. Troisième question, quelle saison de l'année Botticelli a-t-il illustré? Quel est le nom de l'architecte qui a conçu le corridor de 1 km de long qui porte son nom? De quel type sont les 200 tableaux qui sont accrochés au mur de ce même corridor?